Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis de retour pour cette nouvelle édition de l'Happy Hour, comme d'habitude, accompagné par Johan. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça a été la semaine dernière toute seule? Oui, ça va. Je t'ai pas senti trop dépaysé? J'étais très bien. Ça va. On a aussi Stéphane qui est avec nous. Tu vas revenir sur quoi aujourd'hui? Alors je peux pas trop vous en dire là maintenant, mais je pense que ça va vous plaire, et en particulier ça va plaire à Johan. On a aussi Nina qui est avec nous, qui va nous faire le shot de la semaine. Salut. Tu nous as préparé quoi pour le shot de la semaine Je là? vais vous parler soft power et Qatar. D'accord. Et on a une nouvelle pour l'envoyer pas très spécial. Vas-y, présente-toi. Bonjour à tous, moi c'est Mathilde et je vais vous emmener dans les plus grandes manifestations de Paris, les très violentes. Préparez-vous, accrochez-vous, ça va envoyer du Ça lourd. envoie. Il va y avoir de l'action. On a hâte. Et puis comme d'habitude, Colline vient te montrer sa recette étudiante du moment avec le film qu'elle a préféré au cinéma. Et Mélina t'emmènera parcourir Paris à la recherche du meilleur bon plan. Et puis maintenant, on passe au shot de la semaine. Avec l'organisation de la Coupe du Monde 2022, tous les regards y sont tournés vers le Qatar et ça a été pour eux l'opportunité de développer leur soft power. Est-ce que tu peux un peu revenir du coup sur ce que c'est le soft power? Alors le soft power, si vous avez bien écouté vos cours d'histoire géo, en fait c'est le fait de... c'est une manière de relationner à l'international et de donner une bonne image ou une image cool à son pays. Aujourd'hui le soft power il passe surtout par la musique et le cinéma. Et par exemple, le soft power le plus connu, c'est celui des États-Unis, donc avec ses marques, sa musique et son cinéma. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque la culture américaine, elle est vraiment présente dans notre quotidien. Et pour citer un exemple un peu plus récent et hors de l'Occident, on peut citer la Corée du Sud avec la K-pop. On voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Mais alors, on va revenir au Qatar et sa tentative de soft power. Ça fait déjà un moment que le pays il essaye d'améliorer son image à l'international parce que c'est pas foufou. Et le Qatar, il a fait des événements sportifs. L'outil principal de son soft power est surtout les événements autour du football. Mais mettre la lumière sur son pays, c'est aussi faire ressortir les zones d'ombre du coup. Et l'isolement médiatique du Qatar, ça lui permettait un peu de tranquillité. Au final, on n'entendait jamais parler de ce qui se passait vraiment au Qatar. Et là, en s'ouvrant au monde, ils ont pris un sacré risque. Et déjà, on va pas se mentir, le soft power, c'est un peu un cache-misère en fait. Parce que ça cache tous les problèmes sociétaux des pays. Attendez, on a un ninja sur le plateau. Insupportable. Tu peux passer. Par exemple, pour citer la Corée du Sud ou les États-Unis, mais c'est le cas pour tous les autres pays, le soft power, c'est un cache-misère pour qu'on ne s'occupe pas trop des problèmes sociétaux derrière. Et par exemple, avec le Qatar, qui a essayé de camoufler ces problèmes sociaux, en fait, ils sont d'autant plus ressortis puisqu'ils ont été mis en avant étant donné que aujourd'hui, on parle du Qatar absolument tous les jours à la télé. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que la Coupe du Monde, elle peut vraiment, à terme, contribuer à améliorer le soft power du Qatar? Ou alors, est-ce que ça a été un flop de plus qui a contribué à ternir l'image du pays? Moi j'ai envie de te répondre que ça c'est une question à laquelle on pourra répondre à la fin du mondial. Parce qu'ok, il y a les polémiques concernant les droits humains, et aussi la construction des stades. Maintenant, on voit que ça commence un peu à se tasser, parce qu'on voit quand même que malgré toutes les histoires de boycott, les gens suivent un maximum la Coupe du Monde. Donc peut-être qu'à la fin du mondial, on aura un Qatar avec une image peut-être plus lisse. Je suis pas trop d'accord sur le fait que ça se tasse parce qu'au final, on en revient à chaque fois. Enfin, on a tout le temps des rappels et tout ça. Par contre, moi, je trouve que c'est un bon coup d'éclairage pour le Qatar. Cette Coupe du Monde, mine de rien, parce qu'on entend, comme tu disais, on entend tout le temps parler, ça revient tout le temps à la télé, donc que ce soit des polémiques ou des trucs cool, au final on en parle tout le temps et je trouve que c'est un bon coup de pouce en fait pour justement le soft power du Qatar, quoi. Après, c'est des polémiques assez communes à une compétition comme celle-ci, même si bon, c'est vrai que ça a pris des proportions énormes,
Mais je pense que c'est surtout une question d'époque, parce qu'on se rappelle qu'en Afrique du Sud, il y avait aussi quelques polémiques, Ouais, mais qui ont mais pas autant de c'est vrai. morts. Et je pense C'est aussi vrai. qu'il y a... C'était pas autant médiatisé aussi. C'était Et pas on autant voit des médiatisé. scandales, des nouveaux scandales toutes les Ouais. semaines, enfin ça change jamais. Après, je pense qu'il y a aussi au-delà des scandales, le truc c'est que là où ils sont très forts, et là où même la FIFA est très forte, c'est que le sportif prend vachement le dessus. C'est-à-dire que vu que la Coupe du Monde se passe très bien et qu'elle est très agréable à regarder aussi, il faut se le dire, ça fait plus une bonne pub pour le Qatar D'un qu'autre point de chose. vue événementiel, oui, c'est un très bien bon coup, organisé d'un pour point de leur vue soft power, ça, événementiel, y a ouais. pas de souci. Bah, en fait, déjà pour le soft power du Qatar, le fait d'avoir obtenu cette Coupe du Monde à l'origine, c'était déjà une victoire. Enfin, ça leur permet de se donner une nouvelle image sur la scène internationale. Enfin, faut pas oublier que le Qatar, c'est plus petit que l'Île-de-France, quoi. Bien sûr. C'est énorme. Après, ouais, il y a quelques ratés. Enfin, Après, Beaucoup. Après, faut dire que la politique du pays, il fallait s'y attendre quand même. C'était pas forcément une politique qui parle à beaucoup de pays occidentaux pardon. Donc c'est clair que ça devait arriver. Maintenant, je rejoins un peu Mathilde dans le sens où c'est vrai que c'est vraiment très mis en avant. Mais je pense qu'on peut Après, attendre c'est la fin du normal, mondial. c'est parce que C'est là, pour normal. la première fois, on y est Oui, voilà. confronté. C'est ça. Alors que sinon, les gens se mettent des œillets, enfin, ils veulent pas. C'est ça. S'y intéressent pas forcément, quoi. Et je pense qu'on Je peut pense- attendre la fin du mondial. je pense pas qu'il faille forcément attendre la fin du mondial parce que Ouais. tout l'intérêt d'organiser un mondial, c'est la cérémonie d'ouverture. C'est là où tu montes ta culture, c'est là où tu montes Bien ta sûr. puissance, c'est là où tu montes tout. Et elle a déjà été faite et au final, elle s'est bien passée et beaucoup de gens ont kiffé cette Il y cérémonie-là. avait 5 Donc, millions quand même de téléspectateurs, je crois, c'est ça. Ouais, sur la Enfin, saison. c'est un truc de ouf. Quand Après, même. pour le soft power du Qatar, ils ont quand même fait, eux, une rentrée assez. Enfin, ils sont éclatés, quoi, dès le début. ouais, mais ça, je pense que c'est pas très important parce qu'on s'attendait à ce que le Qatar sorte dès les poules, comme l'Afrique du Sud en 2010. Et puis c'est plus on sait d'avance que- sportif, la question elle est plus Voilà, c'est sportive ça. sur ce Et point. puis, il y a tout ce qui entoure la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il y a aussi le PSG, il y a aussi Beansport, Ouais, et de tout ouf. ça est, bon, peut-être pas le PSG sur le plan sportif, mais sur le plan marketing, hyper bien géré. Mais du coup, ouais, pour revenir à ta question de base, je pense que pour le soft power, en soi, c'est bénéfique le fait que ça ait remporté cette Coupe du Monde, que le Qatar il soit mis en avant sur la scène internationale. Après, c'est la première fois où justement la scène internationale se rend compte des réalités au Qatar, et où là, ça peut être néfaste au soft power du Qatar, du coup. Donc clairement, parce que moi je trouve que justement on entend plus parler du... Enfin, si on enlève le sport en soi, on entend plus parler du négatif que du positif. Oui, oui. Parce qu'en soi, il y a rien de positif. Non, on n'a pas les mêmes bulles de réseaux sociaux, je pense, parce que moi j'entends Bah, moins parler. ouais. Depuis le début, avant la compétition, Mais oui, ouais, mais bien depuis sûr. le début. Vraiment. Exactement. Ouais, non, mais Mais même encore maintenant, depuis il le début de la continue encore Plus compétition. d'avoir des sur scandales. l'avant parce que la compétition n'avait Ouais. pas démarré, mais c'est vrai que une fois que la compétition a démarré, le côté négatif ressortait moins que Ouais, qu'avant c'est ça. quand même. Mais après, C'est je ça. trouve quand même qu'on tape vachement sur les doigts du Qatar par rapport à d'autres pays où c'est pas beaucoup mieux. Bah, je pense à la Chine. Mais par exemple, parce que la Chine, elle a une meilleure image à l'international et inconsciemment, on est moins dur envers la Chine qu'envers envers le Qatar. Parce que, Il y a peut-être plus d'enjeux aussi économiques oui, derrière. aussi, forcément, il y a ça donc, aussi. Mais, Puis on regarde pas tous les soirs un match qui se déroule en Chine. Enfin, tu vois, là, il y a des relations aussi beaucoup plus proches, du coup, avec le Qatar, grâce à cette Coupe du Monde. ouais, mais si on avait C'est la aussi même ça. chose, je suis pas sûre que on serait aussi dur. Parce que le Qatar, il a déjà une mauvaise image avant De base, ça. ouais. Donc, Moi, ce qui m'impressionne, c'est que les gens, ils continuent encore à s'étonner. Là, que l'alcool, ça a été interdit il y a Mais quelques ça, c'est- jours. ça, c'est- ça, Enfin, c'est- À la c'est limite, logique. ça c'est culturel. c'est leur culture. Oui, Oui, ça, oui, bah oui, mais ça, c'est justement, mais enfin, tu regardes dans les médias, ça continue de s'insurger par rapport à ça. Alors qu'au final, c'est pas ça le plus choquant en Oui, plus. oui, Loin de là, oui, on s'en loin de là. fiche. Mais parce qu'ils associent le sport aussi avec le fait d'aller prendre une bière entre potes. Enfin, comme nous, on fait tous pour Ouais, mais quand ça, on va voir le truc, Ça, le c'est la match, quoi. culture occidentale. Ouais, bien sûr. Et Mais ouais. c'est pas le cas là-bas. Donc voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup Nina pour cette chronique et ce débat qui était fort intéressant. Donc, du coup, notre nouvelle team de choc, Mathilde et Julien, son cadreur, t'emmènent dans les manifs les plus extrêmes de France et ont affronté le froid hivernal pour vous cette semaine. Ouais, tout à fait. Alors avec mon super cadreur, comme tu l'as dit, Julien de Marco, bisous la de Marcance, on s'est retrouvés en plein milieu de casquettes rouges et de tabliers. J'ai nommé les bouchers. Alors, j'ai dû clairement passer pour la petite meuf privilégiée un peu parisienne, parce que bien sûr que l'augmentation du prix de l'électricité, c'est hyper inquiétant. Mais il y a un truc qui m'inquiète encore plus, je sais pas pour vous, mais perso, c'est est-ce qu'il y aura du foie gras sur la table de Noël cette année? Donc je me suis permis de leur poser la question. Je voulais savoir, à Noël, je suis fan de foie gras. Est-ce que je vais pouvoir en manger? Et peut-être, mais ça dépend un peu des régions, je pense, d'approvisionnement, quoi. Et vous êtes d'Aveyron. Est-ce qu'en Aveyron, il y aura du foie gras? Peut-être un peu, mais, Ouais. mais il va manquer, je pense, 70% de la production. Donc, Et à Noël, est-ce que je vais pouvoir en manger? Ça dépend. Ah ouais? Pas partout, on en mangera. Du frais, ça sera peut-être compliqué. Très peu, Très peu. très peu. Ou alors il va falloir s'y prendre à l'avance, quoi, pour réserver. Ça va être compliqué le foie gras cette année. Ah ouais? Très compliqué. Pourquoi? La grippe aviaire, beaucoup d'abattage excessif et on arrive là.
Ah, le foie gras, ça va être compliqué, mais on en aura. Ouais. Il faudra s'y prendre bien à l'avance. Bon, pour payer mon foie gras à 200 balles le kilo, c'est niette, hein, clairement, donc on s'en passera pour Noël. T'as pris des risques Bah ouais. Attends, J'ai mais failli- concrètement, ils militent pourquoi du coup? Bah en fait, c'est plus pour la hausse du prix de l'électricité, parce qu'en fait, si tu veux, la profession, elle est durement touchée depuis des années par plusieurs crises, que ce soit la grippe aviaire, une maladie qui touche en particulier les volailles en France. Au 30 novembre, on dénombrait 91 foyers de grippe aviaire en France. À cela s'ajoute la crise en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine plutôt. Elle impacte le prix des céréales et donc réduit l'approvisionnement des quantités de nourriture des élevages. Aujourd'hui, la tonne de blé dur, la céréale la plus utilisée dans l'alimentation du bétail, elle est environ à 320 € la tonne au 1er décembre 2022. Mais en gros, pour eux, cette crise énergétique, c'est une crise sans précédent. Aussi général, en fait, il n'y en a jamais eu. Général, Ouais. ouais. On a connu la crise de la vache folle, qui La était vache folle, oui. quelque chose de maîtrisable, en fait, sur la durée, c'était maîtrisable. Mais aujourd'hui, la hausse de l'énergie, la hausse de toutes les matières premières, là, c'est ingérable. On n'a plus de visibilité, en fait, à 15 jours. C'est ça le pire. On était commerce essentiel, aujourd'hui on est oublié, on nous ramène souvent à égal des grandes entreprises, alors que nous sommes des petites TPE. Et donc on ne peut pas payer de l'électricité à un prix aussi important, quoi. L'artisanat, c'est quand même la première entreprise de France. Si la première entreprise de France bascule, il faut que le citoyen lambda se dise mais qu'est-ce qui va se passer pour nous? C'est la baguette à 5 €, le steak à 200 €. Parce qu'on a juste un aperçu sur le foie gras. Le foie gras, il y en aura. Vous demandez s'il y en a. Oui, il y en aura, mais à 200, 250 € le kilo. Alors, le syndicat des bouchers de France demande au gouvernement de s'engager pour la défense des petits commerces de proximité ou encore bloquer justement la hausse des prix de l'énergie, comme l'ont fait l'Allemagne ou l'Espagne. L'Allemagne, d'ailleurs, qui a débloqué un budget de 223 milliards d'euros pour sauver ces petites entreprises. Parce que d'après le syndicat, 40% des boucheries de France risqueraient de mettre la clé sous la porte. Des revendications qui ont été d'ailleurs soutenues par de nombreux élus locaux. Mais tous n'étaient pas très heureux de voir des écharpes bleues, blancs et rouges en manifestation. Un petit sifflet là, les élus. Regarde. Ils ont pas une thune. J'achète rien, c'est bon. Un peu vénère, un peu vénère. En tout cas, effectivement, c'est pas très agréable. On comprend la dangerosité de la manif là. Ouais, merci beaucoup d'avoir pris des risques. Les sifflets. Bah, merci beaucoup pour cette première chronique d'envoyé pas très spécial qui était vraiment très sympa et bon courage pour les autres parce qu'on voit qu'il y a du sang et des larmes, mais on va passer à un anniversaire maintenant. Il y a 40 ans sortait le chef-d'œuvre Thriller, un album avec lequel Michael Jackson avait marqué les esprits au-delà de la sphère musicale. Et il y a quelques jours, on a eu une réédition spéciale qui est sortie pour l'occasion, mais c'est bien cette semaine qu'on fête son anniversaire, Stéphane. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, je vous avais donné mon point de vue, en Oui, je toute me souviens, objectivité oui. bien sûr, sur le roi de la pop. Joanne, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Alors, tu l'auras compris, et je pense que vous tous autour de la table, vous l'aurez compris, je ne vous lâcherai pas tant que vous ne serez pas d'accord avec moi. D'ailleurs, vous l'avez vu, je suis dans le thème, et attendez, on va se mettre dans le thème bien comme il faut. Voilà. En fait, je prépare ça depuis ce matin, quoi. MJ Rest in Peace, ok? Non, tu vois pas du tout Michael Jackson. Il a jamais mis des lunettes comme ça. Écoute, Michael Jackson n'a jamais mis des lunettes, mais ça reste une star. Les stars mettent des lunettes, donc j'ai envie de faire la star, je mets les lunettes. Voilà. Non, on va parler plus sérieusement, et en parlant plus sérieusement de cet album, vos parents ont dû sûrement danser dessus quand ils étaient plus jeunes, ou vous l'ont joué en boucle depuis votre naissance. Mais c'est tout simplement normal parce que si on examine de près ce fameux Thriller, sous fil rouge, c'est tout simplement l'union. Donc l'union musicale, l'union intergénérationnelle, mais aussi l'union communautaire. Parce que son impact dans le monde de la musique est dû principalement au fait qu'il ait mis fin à ce qui était considéré comme une certaine ségrégation musicale. C'était d'ailleurs l'ambition de son producteur Quincy Jones au moment de sa création. Il conseillait au roi de la pop de se diversifier et de se diriger vers des sonorités un peu plus pop-rock. Vous remarquerez en écoutant la version remasterisée sortie il y a quelques jours que ce n'était pas ce que MJ avait prévu à la base. Parce qu'hormis les titres inédits, vous pourrez entendre Starlight qui n'est d'autre qu'une version disco du fameux Thriller.
Et dans tous les cas, ce fut un pari gagnant parce qu'à part le single qui porte le titre de l'album, on retiendra les bangers I wanna be started something, mais aussi évidemment bah oui, je vous ai dit, les droits d'auteur c'est compliqué, donc faut bien qu'on innove, faut bien qu'on essaie quelque chose. On va créer une cagnotte pour les droits de Stéphane. Donc voilà, si jamais, une cagnotte, s'il vous plaît, ceux qui nous regardent à la maison. Non, on va reprendre sérieusement cette chronique. Donc je disais... déjà. Non, après cette répertoire, on n'arrive pas à se concentrer, franchement. Bon, allez, rien que pour toi, Johan, je sais que je te termine déjà assez, donc voilà quoi. Je vais te montrer mes beaux yeux. Donc on retiendra les bangers Wanna Be Started Something, mais aussi évidemment les mythiques Beat It et Billie Jean. D'ailleurs, cette idée de vouloir réunir et unifier le monde, on peut la retrouver dans le clip de Beat It avec la présence de Gang Grivo. En plus, le message véhiculé dans les paroles qui s'inspire du film West Side Story est très clair. Stop aux violences entre gangs. Le clip de Billie Jean, qui nous a à tous enseigné le moonwalk, était à l'époque le premier clip d'un artiste noir à passer sur la chaîne MTV qui à cette époque favorisait les artistes venus du rock. S'ajoute à ça une imagerie qui dépasse tous les standards de l'époque. Je rappelle que le clip Thriller est sorti au cinéma, très fort MJ, et vous obtenez un véritable marqueur temporel qui, depuis février 2016, est certifié 32 fois disque de platine, donc l'album le plus vendu de l'histoire. Dites-vous qu'il est actuellement conservé à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique et esthétique. Mais en plus, ça reste quand même des thématiques qui touchent à peu près tout le monde, au final. Donc là, déjà, je vous ai parlé des thématiques de Beat It, mais sachez qu'à l'image du clip de Thriller, qui, je pense, nous a tous fait flipper quand on était petits, les thématiques abordées sont surtout le surnaturel et la paranoïa à travers une imagerie assez sombre, mais pas que. Par exemple, dans la ballade Human Nature, on peut retrouver un peu de romance déjà très présente dans son précédent album Off the Wall, donc des thématiques variées, parfois totalement contradictoires, qui permettent de capter un large public à travers toute époque confondue. Mais d'ailleurs, c'est un album qui a eu un impact et qui a inspiré plein de nouveaux artistes de la nouvelle génération. Alors effectivement, Franek, et si je devais prendre un exemple, ce serait le dernier album de The Weeknd, Down FM, qui a été produit lui aussi par Quincy Jones. On peut retrouver ce fameux mélange entre des sonorités disco-pop rock, une direction artistique qui se rapproche du fantastique et des thématiques assez similaires à celles qu'on peut retrouver dans Thriller. Mais maintenant, j'aimerais vous poser une question. D'ailleurs, vous qui êtes à la maison, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. À travers les époques, je pense qu'on a tous une musique de MJ en tête, avec laquelle nous avons grandi. Mais pour vous, à quel moment vous avez dit MJ, c'est le gars qui a marqué l'industrie de la musique à tout jamais? Donc peut-être à travers un clip ou même un concert, mais vous, à quel moment précisément vous avez dit MJ, c'est le boss? En vrai, moi, j'étais jeune, donc c'est au moment où il est mort. Et c'est le moment où tout le monde lui parlait le plus de lui et où ses musiques tournaient partout et que quand t'as 8 piges, tu te rends compte de l'impact du type, quoi. Mais sinon, avant ça, je me suis pas vraiment encore rendu compte grâce à un clip, quoi. Moi, en soi, je te rejoins parce que j'étais aussi petite et en soi, j'écoutais pas beaucoup de musique, ou du moins pas du Michael Jackson. Mais c'est vrai que le clip de Thriller, après, comme beaucoup de gens... en fait, c'est au-delà de la musique, le clip en lui-même, ça a révolutionné l'industrie du clip musical. C'est un mini-film, le truc, c'est un court-métrage, quoi. Et c'était assez ouf, du coup, à voir sur... Et puis je trouve, en fait, il y a plein de gens qui disent qu'il a mal vieilli, mais je trouve pas, en vrai. Le clip? Ouais. Ou le Non, le clip, oui, le clip. Non, le clip du... oui, le clip, je suis un peu... le clip, t'as quand même des effets qu'on mettrait plus maintenant, quoi, où c'est un peu moins réaliste, mais ça va. En vrai, je rebondis sur ce que tu disais, parce que j'ai fait de la danse pendant des années, et genre, la première choré que j'ai apprise à l'école de danse, c'était la musique Thriller, quoi. Ouais, alors que c'était quoi comme danse? C'est du jazz, mais rien à voir, tu vois, mais genre en mode intro et tout. Enfin, je pourrais pas vous la refaire là, mais... Ça traverse tous les styles musicaux, en fait, que ça aille du jazz à la pop, au rock, au rap, en fait... D'ailleurs, beaucoup d'artistes aujourd'hui vont te dire oui, j'ai été inspiré par Michael Jackson. On a trouvé en fait pour les droits d'auteur, il va y avoir Stéphane au chant et Mathilde à la danse, quoi. On va refaire les clips. En fait. Bienvenue dans l'équipe. On va faire une bonne équipe. Mais aussi, ce qui transcende, c'est le fait de savoir aussi, par exemple, tu chantes Billie Jean et tu as tes parents qui chantent aussi avec toi. Je pense aussi c'est un effet qui traverse les générations et... Même tes grands-parents, je suis sûre, ils peuvent chanter du Michael Jackson, quoi. Ils connaissent forcément. C'est ça qui est assez ouf aussi, je trouve, dans Michael Jackson. Après, Jul est meilleur. ça, c'est autre chose. On en parlera dans une prochaine chronique. La semaine prochaine. Tu voulais trop la sortir. Ouais, il est polyvalent, mais bon, ça, c'est autre chose. C'est comme moi, tu t'en doutais aussi. En soi, il a révolutionné l'industrie de la musique. Oui. Mais moi, ça reste où c'est pas quelqu'un dont j'ai envie de faire l'apologie.
Oui, mais je comprends pourquoi. Pourquoi? Je vois ce que tu veux dire. Regardez l'émission de la semaine dernière. Le replay de la semaine dernière sur YouTube, si jamais. Non, Bien joué. Enfin, bon, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphane pour ces précisions. À chaque fois, vraiment, il finit sur du Michael Jackson et une note très positive. Et cette fois-ci, je finis avec mes lunettes. Ah, bah, voilà. Pour vous reperturber encore un peu plus. Super. Et bah du coup, pour éviter de voir Stéphane avec ses lunettes trop longtemps, on passe maintenant... Ça, c'est petit, ça. On passe aux recettes d'Alphonse Dalle, donc qui sont incarnées avec brio par Colline, qui va te présenter le film Annie Colère. Salut, on se retrouve cette semaine pour parler d'un nouveau film avec Malinx. Pour accompagner ma petite review de mon film, on va faire de la patate douce grillée à la mozzarella. Parfait pour un fond de frigo si vous avez rien comme moi. Voilà, juste de la mozza, une patate douce, vous pouvez ajouter un petit peu de tomate et ça sera tout bon. C'est moins de 2 € le tout. Le film dont je vais vous parler cette semaine, c'est Annie Colère de Blandine Lenoir. Il sort au cinéma aujourd'hui, donc... foncez. Moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première au cinéma et je vais pouvoir vous faire ma petite review. Comme je suis pauvre et étudiante, j'ai pas de quoi couper ma patate douce, donc vous faites au couteau comme moi. Annie Colère, ça parle d'une femme déjà assez âgée qui a 2 enfants, qui tombe enceinte accidentellement. Sauf que l'histoire se passe avant la loi Simone Veil, donc l'avortement reste illégal et donc elle va chercher des solutions pour pouvoir avorter tranquillement. Elle va trouver la MLAC, qui est le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception. Là, elle va rencontrer des femmes qui vont devoir l'aider à avorter. Elle va faire son avortement avec eux et elle va ensuite rejoindre le mouvement pour aider les autres femmes qui, elles aussi, ont besoin d'avorter. Avec notre couteau de fortune, on remue les petites patates douces. Toujours sur Letterboxd, j'ai mis 5 étoiles, ce que je décerne très rarement. Et c'était un très bon film que j'ai en plus vu avec l'équipe du film et il y a Laure Calamy qui joue dedans, donc foncez au cinéma pour la voir. Moi je l'ai trouvé vraiment très poignant, j'ai pleuré tout du long. C'est vraiment un film super poignant qui reste super beau avec des actrices géniales. Enfin il y a beaucoup d'actrices connues. L'actrice de Plan Cœur, voilà, si vous remettez. C'est un cast quasiment féminin, enfin uniquement féminin. Et voilà ma lunchbox de prête. On se retrouve la semaine prochaine et bon film. Merci beaucoup Colline pour cette recette. On va pouvoir passer au barathon. Et du coup pour ce barathon on a Lucas qui nous a rejoint. Comment tu vas? Ça va très très bien. Aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. On est le 10 juin 1978 pendant la Coupe du Monde. On est au stade de Mar del Plata en Argentine. La France rencontre la Hongrie en match de poule et lors de ce match, les Bleus jouent en vert et blanc. Bizarre parce que les couleurs classiques de l'équipe de France sont généralement le bleu, le blanc ou le rouge pour certaines années. Donc petit retour en arrière, on est à moins d'1 heure du coup d'envoi. Les deux équipes qui vont s'affronter s'échauffent en survêtement et pendant l'échauffement, il y a le capitaine du FC Nantes à cette époque-là, Henri Michel, qui observe le camp des Hongrois et qui remarque un détail qui peut à première vue sembler anodin. Un joueur hongrois porte un t-shirt dont le col est blanc. Alors Henri Michel demande au Hongrois s'il a un t-shirt blanc et le Hongrois lui répond que oui. Alors l'international français répond que non, c'est l'équipe de France qui doit jouer en blanc et s'ensuit un quiproquo entre les deux équipes. Donc comme vous le savez, c'est évidemment impossible de jouer dans ces conditions. Les équipes qui s'affrontent ne peuvent pas porter un maillot de la même couleur. Donc chacun va parler à ses dirigeants respectifs pour clarifier la situation. Tout est très vite mis au clair. En fait, c'est l'intendant de l'équipe de France, Henri Patrel, qui avait reçu un mot au mois de février qui confirmait la couleur blanche pour l'équipe de France. Mais quelques mois plus tard, en mai, il avait reçu un second mot qui annulait le premier mot et donc les Bleus devaient bien jouer en bleu. Donc le short, lui, est bien bleu, sauf que ça suffit pas, il faut qu'il trouve d'autres maillots, sinon le match est annulé. Heureusement, chaque équipe est censée apporter un second jeu de maillot, sauf que ceux de l'équipe de France, ils sont à 400 km de là, à Buenos Aires. La Hongrie propose de prêter sa maillot de rechange, mais ils sont rouges et le gardien hongrois est en rouge. En plus, lui, il refuse de changer de tenue. Le temps passe, le match est censé débuter. Les spectateurs, évidemment, commencent à s'impatienter et à siffler. Il faut donc qu'ils trouvent des maillots assez vite.
La recherche est lancée et après plusieurs minutes, c'est un petit club local de football créé par des pêcheurs, l'Atlético Kimberley, qui propose son aide en prêtant ses uniformes, des maillots rayés vert et blanc. Donc après plus de peur que de mal, une quarantaine de minutes de retard et des sifflets des supporters, le match peut enfin commencer avec les Bleus en vert et blanc. Pendant le match, des chants seront entonnés à la gloire des Kimberley, une histoire qui finira plutôt bien puisqu'elle n'aura même pas déstabilisé les Français puisqu'ils remporteront la victoire 3-1. Bien, merci pour ce petit saut dans le passé. Est-ce que maintenant tu peux revenir sur cette Coupe du Monde au Qatar ? Le tableau des huitièmes, il finit de se dessiner. On a nos Bleus qui affronteront la Pologne dimanche à 16h. Qu'est-ce que vous pensez de ce match, étant donné qu'on aurait pu par exemple affronter l'Argentine ? C'est quand même l'Argentine. C'est clairement du pain béni. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses acquis, même si la Pologne, c'est pas l'Argentine, sans vouloir dénigrer le niveau de la Pologne, hein. Mais je pense que ça peut le faire. Parce que cette Coupe du Monde, ça peut la Coupe du Monde des surprises au niveau des équipes et tout. Donc, c'est surtout une équipe super chiante à jouer, la Pologne. Déjà, je pense qu'on va clairement avoir une purge. On a vu qu'à l'entraînement, ils sont entraînés au tir au but, les Polonais. Donc il y a clairement un objectif en tête, c'est d'amener les Français jusqu'au tir au but pour essayer de gagner comme ça. C'est une équipe en poule, on a vu les 3 matchs, ça jouait à 11 derrière et on compte sur Szczęsny pour faire des arrêts réflexes, quoi. Donc ça va être, je pense, pas si simple que ça, parce qu'en plus, l'équipe de France est quand même une équipe de transition et de contre. Donc face à une équipe reculée, va falloir construire, et ça risque d'être plus compliqué que prévu, je pense. Pour le reste des huitièmes de finale, on a donc les Pays-Bas contre les États-Unis, l'Argentine contre l'Australie, Japon-Croatie, Angleterre-Sénégal et Maroc-Espagne. Tout à l'heure, c'est le groupe H qui était en train de jouer. Donc le Portugal s'est incliné 2-1 face à la Corée. Les deux équipes sont qualifiées et poursuivent la compétition. Dans l'autre match du même groupe, l'Uruguay s'est imposé face au Ghana 2-0. Là, en ce moment même, c'est le groupe G qui joue avec le Brésil face au Cameroun et la Suisse face à la Serbie. Donc voilà pour ce qui est des dernières infos concernant la Coupe du Monde. Maintenant, j'aimerais qu'on se tourne vers le hors sportif. On a vu que la cérémonie d'ouverture, vous l'avez dit tout à l'heure, avait fait plus de 5 millions de téléspectateurs, donc autant qu'en 2018. Le premier match des Bleus a réuni 12 millions de téléspectateurs et 10 pour le deuxième. Donc j'aimerais savoir, vous, votre avis sur, on va dire, l'ambiance générale du début de cette Coupe du Monde, que ce soit au niveau sportif, au niveau de comment la Coupe du Monde est couverte, ou alors même au niveau de l'ambiance, par exemple, qu'il y a à Paris, dans les bars, etc. Vas-y, commence. Ouais. Moi, perso, en vrai, je suis pas une amatrice de foot en particulier, mais c'est vrai que de voir l'équipe de France ou même découvrir de nouvelles nations jouer, c'est cool. Après, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a aussi des collectifs boycott Coupe du Monde, pardon, et ils ont créé, en fait, moi, ça m'a paru un peu lunaire, genre l'ambiance foot, c'est on va boire des verres avec des potes dans des bars, grave bonne ambiance, musique à fond, et eux, pour contrer ça, ils ont proposé des soirées genre jeux de société, leur propre match aussi. Ils ont proposé un truc de tombola et tout ça, donc je sais pas trop. Moi, en vrai, je trouve ça cool que certaines personnes décident de dire non à la Coupe du Monde par rapport aux enjeux, par rapport au Qatar, mais voilà. Mais il y a aussi d'autres collectifs ou des gens qui viennent avec des télécommandes piratées pour éteindre les matchs pendant les bars. Oui. Enfin, les télés dans les bars pendant les matchs, ça, je trouve ça clairement dégueulasse. Ah ouais, non, enfin, si tu veux boycotter, tant mieux, mais laisse les gens faire ce qu'ils veulent et chacun avec sa confiance et surtout couper les matchs des gens qui rentrent du travail, qui veulent juste regarder leur match de foot tranquille. Et se détendre. Oui, c'est de l'égoïsme pur et dur. En fait. Surtout que je pense que parmi les téléspectateurs, il y en a qui sont d'accord avec cette question des droits humains, mais qui sont là que pour le foot. En particulier, ils ne demandent pas à ce qu'on les ramène toujours à ces idéologies, ils veulent seulement profiter du sport sur le moment même. Après, le sport, il est lié à ces idéologies. Ouais, mais comme ça. Partout. C'est comme malheureusement. Tout ce que tu as. Si tu as un iPhone, tu peux très bien dire il y a des idéologies qui ne sont pas bonnes. Si tu tweets, tu peux te dire à Elon Musk que c'est un démon. Tout ce que tu fais dans la vie. En fait, je comprends l'idée de le boycott, par exemple, il est facile à appliquer pour moi parce que je ne regarde pas particulièrement le foot. Donc c'est facile de dire. Au final, c'est même pas un boycott du coup. Oui, parce que de temps en temps, j'aurais pu regarder un match comme ça, et là, du coup, j'en ai d'autant moins envie. Mais c'est vrai que pour des gens comme vous, je comprends que c'est un peu plus compliqué, dans le sens où l'envie de regarder le match, elle va au-dessus de l'envie d'être en accord avec ses convictions personnelles par rapport à ce qui se passe là-bas. Ouais. Après, les deux sont contrastés, quoi. Je suis d'accord que c'est lié le fait de regarder les convictions, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on regarde qu'on est d'accord avec la politique du Qatar. Et c'est pour ça l'envie de regarder le match va au-delà du fait de
Non, puis cette Coupe du Monde, elle est facile à boycotter. Parce que déjà, le fait que ça soit en hiver fait que même si t'es pas fan de foot, tu vas être encore moins tenté. Parce que les personnes qui boycottent ou qui appellent au boycott, c'est des gens qui sont pas fans de foot à la base, qui aiment la Coupe du Monde pour ce qui se passe sur les terrasses, pour les potes, les bières. Et là, vu que c'est en intérieur, donc c'est peut-être un peu moins convivial, plus compliqué à aller chercher. Et puis vu qu'il y a un boycott général, on n'a pas de pub dans le métro. Normalement, pendant la Coupe du Monde. Après, le boycott pour l'instant, c'est un peu un raté quand même. Enfin, il y a au final, en France, du moins, en Europe, c'est un peu différent, mais en France, le boycott, on le ressent pas particulièrement. T'as quelques bars qui vont pas le diffuser, ou quoi que ce soit, mais globalement, ça change pas. Quand tu regardes les téléspectateurs aussi, on voit que le boycott n'est pas forcément présent dans les chiffres. Donc, Après, par contre, c'est intéressant de préciser qu'en Europe, c'est différent. Enfin, il y a 54 millions de personnes qui ont suivi le premier match de leur sélection nationale, alors qu'il y en avait 94 millions en 2018. Et après, voilà, faut quand même préciser que aussi les chiffres ils varient en fonction de l'heure où c'est diffusé, de la journée. Enfin, c'est pas la même chose pour tous les pays d'Europe. Mais en Europe, ça a davantage fonctionné qu'en France, en tout cas. Un mercredi à 17h, c'est différent. Enfin, un mercredi à 17h au mois de novembre, c'est différent qu'un mercredi à 17h au mois de juillet. Ah non, mais complètement. D'ailleurs, pour revenir sur l'hiver. Moi, au début, j'avais une petite appréhension parce que ce sera jamais du même niveau qu'une Coupe du Monde en été, mais au final, j'aime bien l'ambiance. J'avoue, c'est plutôt positif et c'est même mieux que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à une Coupe du Monde assez terne, que personne calcule, mais au final, non, franchement, l'ambiance est plutôt bonne. Mais c'est ça qui est assez drôle avec ce boycott, c'est qu'on a l'impression que ce qui dérange le plus les gens au final dans cette histoire, c'est limite que la Coupe du Monde c'est en hiver, ils sont en mode oh mon dieu on peut pas aller boire des bières en terrasse avec les potes quoi. Et puis surtout j'ai l'impression que le boycott a poussé certaines personnes justement à s'intéresser à la Coupe du Monde. Parfois je me pose la question en fait. Mais parce que de toute façon pour moi il y a beaucoup d'hypocrisie derrière cette histoire de boycott parce que c'est l'indignation occidentale quoi, c'est-à-dire que quand c'était la Russie il y a 4 ans ça dérangeait personne. Il y avait quand même déjà des mouvements. Il n'y avait pas d'appel au boycott comme ça. Oui, de toute façon on avait déjà discuté. Enfin, en fait ça aurait dû être boycotté il y a 10 ans quand la Coupe du Monde elle a été attribuée au Qatar. C'est ça. Je sais plus c'était en quelle année. C'était avant qu'il fallait prendre les mesures, c'était pas à une semaine de la compétition. C'est ça. Non mais c'est surtout si tu prends des mesures contre le Qatar, dans ce cas-là la Russie il y a 4 ans les droits LGBT bien sûr. Pas ça non plus. Le Brésil en 2014 il y a eu des problèmes aussi. Les JO en Chine. En fait à chaque Coupe du Monde chaque événement, il y a des problèmes. Même la Coupe du Monde en 2010, les stades qui ont été construits par des minerais chinois, c'est pareil aussi. Quoi. En fait, ils savaient très bien quand ils ont donné la Coupe du Monde au Qatar qu'il allait avoir des problèmes. On savait pas forcément qu'il allait y avoir 6500 morts, mais que les droits des LGBT ça allait pas être respecté, le droit des femmes c'est assez particulier, l'alcool et tout évidemment, enfin ils devaient se douter qu'il y aurait pas le droit d'en boire là-bas. Pour l'alcool pour moi c'est un faux problème. Oui. Pourtant j'adore l'alcool mais... avec modération. À consommer avec modération. En donnant la Coupe du Monde au Qatar, tu savais déjà à quoi t'attendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui là, le boycott de la Coupe du Monde, au final, c'est bien aussi dans un sens, c'est que maintenant, il faut boycotter les prochains événements qui seront dans des pays entre guillemets problématiques. Oui, parce que là, c'est un peu de l'activisme de canapé. Quoi. Voilà, c'est ça. Oui. C'est que... Puis tu peux rien y faire, tu vois. Oui. Si tu boycottes une Coupe du Monde il y a 10 ans avant, tu peux faire changer les choses. À 2 semaines, c'est trop tard. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y aura le même engagement aussi, par exemple, si 10 ans avant la Coupe du Monde, est-ce que les gens aussi seront présents pour boycotter? Est-ce qu'ils se diront, ça va, c'est dans 10 ans aussi c'est vrai que ce boycott, en tout cas après c'est que mon avis personnel, j'ai l'impression que c'est surtout une question d'époque. Parce que je pense que ce qui a donné la force aux gens de boycotter, c'est cette puissance des réseaux sociaux, cette puissance des médias aussi qui est quand même beaucoup plus présente qu'il y a 10 ans. Il y a un truc un peu particulier aussi dans cette Coupe du Monde, c'est qu'il n'y a pas forcément un aveu aussi de la part des autorités qataries, une reconnaissance en tout cas du nombre de morts. Enfin, l'OIT, ils en ont reconnu 400 ou 500 400 et 500. C'est l'OIT qui avait dit depuis le départ, depuis l'Organisation internationale du travail, qui avait dit depuis le début, il y a des manquements, ils n'ont pas bien, ils checkent pas assez le listing. Enfin, ils respectent pas certaines cases qui sont obligatoires. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un phénomène de réactivité dans le sens où on le voit, mais on réagit de suite. Donc du coup, le boycott 10 ans en avant, je pense que c'est un peu bancal. Après, peut-être que si le boycott, là, le plus récent, avait vraiment été fait et généralisé, ça aurait changé quelque chose parce que du coup, il y aurait eu une baisse d'audience considérable. Mais dans les faits, c'est ultra compliqué à mettre en place. C'est ce qui s'était dit au tout début de la Coupe du Monde. On en parlait partout du boycott sur tous les médias, les réseaux, les trucs comme ça. Puis au final, on voit que sur le premier match de l'équipe de France, il y a quoi, 10 millions, 12 millions de téléspectateurs. Enfin, c'est énorme.
C'est énorme. C'est même plus que le premier match des Bleus en Russie, si je dis pas de Oui, mais parce que la majorité des personnes qui boycottent regardent pas le foot. Okay. Au final, c'est ça. Parce que la majorité des personnes qui boycottent ne regardent pas particulièrement. Oui, voilà, c'est ça. Les audiences n'ont pas considérablement changé. C'est juste, je regarde une chaîne différente. Quoi. C'est ça. Et je fais ce que je fais le reste de l'année. Exactement. Donc c'est pas un boycott. Enfin, je connais pas grand monde qui est fan de foot et qui regarde pas la Coupe du Monde. Et puis en plus, il doit y en avoir, mais. Pour revenir au fait qu'on a attribué la Coupe du Monde il y a plus de 10 ans, par exemple, l'aspect écologique, on n'avait pas les mêmes préoccupations il y a 10 ans qu'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, l'écologie, ça va quand même beaucoup plus. Non, mais évidemment, oui, mais c'est quand même pas la même... en 2010, je me souviens pas qu'il y avait autant de... Comment dire, de problèmes par rapport de problèmes par rapport à l'écologie. Pas de problème, mais d'envie de changer les choses. Exactement. C'est ça. C'est une super bonne transition, puisque bon, c'est quand même l'Happy Hour, et puis faut bien qu'on te présente un bon plan bière, puisque ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas présenté. Donc c'est Mélina qui t'y emmène. Aujourd'hui, on vous présente My Bar, direction le 14e arrondissement, boulevard du Montparnasse. Premier bon point, la bannière Ricard qui traverse le bar. Deuxième bon point, la pancarte Ricard au fond du bar. Cette émission n'est pas sponsorisée par Ricard. Promis, ils ne servent pas que du pastaga, c'est d'ailleurs pour autre chose qu'on est allé là-bas. Oui, vous avez bien vu, les petits prix. Une formule nous a tapé dans l'œil, 4 pintes de bière blonde et 4 tapas au choix pour 20 €. C'est pas fou ? C'est aussi incroyable que ce fromage coulant de cette délicieuse boule de mozza frites. Bon, ça, c'est bon. Guacamole, petite tartine de fromage, ça fait vraiment le taf avec une bière bien fraîche. Au final, seulement 5 € de dépensés et un bon moment de passé. Ah, ça me donne trop envie. Il y avait des feuilles aux arbres sur cette chronique, donc ça n'empêche pas de pouvoir boire une bonne bière. Et c'est bientôt la fin de cette émission. On va dire au revoir déjà à Joanne. On a une bière à aller boire quand même. On a une bière à aller voir évidemment et un match à aller regarder surtout. N'hésite pas à faire tes retours dans le chat et à nous suivre sur le réseau et on va pouvoir se retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, n'oublie pas un verre d'eau entre chaque bière.